Bon, on va essayer de rendre ça pas trop rébarbatif, parce que quand un oncologue se met à parler, ça devient vite pénible pour tout le monde. Donc j'ai essayé de rendre ça un peu plus ludique. Alors, donc en essayant de parler de grands concepts pour comprendre un petit peu l'oncologie d'aujourd'hui et potentiellement l'oncologie de demain. Alors, donc l'oncologie, donc déjà, il faut comprendre qu'est-ce que c'est que le cancer. Le cancer, il a des caractéristiques communes. Donc, c'est-à-dire que c'est ce qui définit un peu toutes les cellules cancéreuses, ont ces capacités. Donc il y a cette notion d'immortalité, c'est-à-dire que les cellules ne vont pas avoir cette sénescence ou cette mort cellulaire qui peut être programmée. Il y a une réplication illimitée, donc ça veut dire que c'est des cellules qui ne vont jamais arrêter de se diviser. Elles ont une autocroissance, c'est-à-dire qu'elles sont capables de s'auto-stimuler pour pouvoir se multiplier. Une capacité d'isolement, c'est-à-dire que l'organisme, même si jamais il commence à leur dire qu'il faut essayer de se ralentir, elle reste complètement hermétique à des signaux extérieurs. Elles ont une capacité d'invasion, donc locale et à distance, donc de métastaser. Ça, c'était les caractéristiques communes qu'on avait élaborées dans les années 2000. Et dans les années 2012-2013, on a mis en évidence des régulations métaboliques. Donc, par exemple, dans le cancer du pancréas, c'est des patients qui perdent énormément de poids, même beaucoup plus qu'une personne qui aurait le même apport calorique, parce que, en fait, la cellule tumorale va stimuler un métabolisme, un hypermétabolisme pour se nourrir. Et il y a évidemment un évitement immunologique, donc ça on va en parler, c'est-à-dire que pendant longtemps on pensait que le système immunitaire ne voyait pas les cellules tumorales, et en fait ce n'est pas le cas. C'est le système immunitaire qui, c'est les cellules tumorales qui se cachent du système immunitaire. Donc ça c'était un peu les caractéristiques communes. Ensuite, il y a des caractéristiques spécifiques. Donc ça va être plutôt, donc pour chaque patient, on va essayer d'aller voir les caractéristiques du cancer du patient pour essayer derrière, donc déjà de donner un diagnostic et d'orienter la thérapeutique. Donc, il y a l'anatomopathologie qui, lui, va nous permettre de regarder les cellules en direct sur des lames. Donc, on va voir comment les cellules sont organisées les unes avec les autres. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'immunohistochimie, c'est-à-dire qu'on va mettre en gros des colorants qui vont aller spécifiquement nous indiquer si jamais il y a beaucoup de protéines par rapport au reste des cellules normales. Donc par exemple le HER2 surexprimé ou autre. Ça c'est ce qu'on appelle le phénotype, c'est-à-dire que ça va nous donner les caractéristiques apparentes de la tumeur. En gros c'est les habits, d'accord ? Les habits, si on est une cellule tumorale, nos habits c'est le phénotype. Le génotype, lui, c'est on va descendre plus bas, en fait, dans la profondeur de la cellule, on va aller dans le noyau, d'accord ? Et dans ce noyau, il y a l'information génétique. Donc chaque cellule a l'ensemble de l'information génétique, c'est le dressing, d'accord ? Donc en gros, il y a tous les habits qui sont dans le génome, d'accord, et toutes les informations. Et en gros, il y a certains gènes qui vont être réactivés, qui vont permettre de créer des protéines qu'on va appeler le phénotype. Et dans certains cancers, il y a des protéines qui sont surexprimées, comme par exemple le HER2. Donc vraiment, ça nous permet de caractériser le cancer à l'état spécifique. Donc ça, hop, c'est bon. Après, il faut qu'on caractérise le bilan avec la cartographie du cancer. C'est-à-dire que le cancer, il faut savoir s'il est localisé, s'il est localement avancé ou s'il est métastatique. En fonction de ça, on va pouvoir proposer des traitements différents, des stratégies différentes. Ensuite, on va pouvoir proposer des stratégies plus ou moins agressives en fonction du bilan de faisabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'on est une patiente qui a 85 ans ou est-ce qu'on a une jeune patiente qui a 25 ans ? On ne peut pas proposer les mêmes traitements. Donc ça, ce sont des éléments fondamentaux pour savoir quel type de traitement on va pouvoir proposer. Déterminer quel est le cancer, ses caractéristiques spécifiques, sa cartographie, et ensuite le bilan de faisabilité, c'est-à-dire est-ce qu'on peut proposer des traitements de façon à ne pas être délétère. Après, je voulais vous parler de l'arsenal thérapeutique. Alors, on va survoler certaines classes et on va ensuite un petit peu approfondir d'autres classes. La chimiothérapie, de façon très triviale, c'est du poison qui tue plus les mauvaises cellules que les bonnes. Voilà, c'est simple. Donc, il n'y a pas d'effet vraiment sélectif, donc il y a beaucoup d'effets secondaires. Alors, quel est le mécanisme qui permet de cibler les cellules tumorales ? En fait, les cellules tumorales sont des cellules qui se divisent beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, elles vont passer dans des phases qu'on appelle le cycle cellulaire. Donc, il y a la phase G0, qui est la phase où la cellule vit sa vie de cellules épithéliales ou autres, et des fois, elle passe dans un cercle là, de division qui va permettre de passer de une cellule à deux cellules. La cellule, et donc ça nécessite d'avoir plusieurs étapes assez spécifiques que la chimiothérapie va cibler pour pouvoir venir tuer ces cellules.
Donc ça va tuer les cellules tumorales et ça va aussi tuer les cellules normales de l'organisme qui se divisent beaucoup. Les cellules de la peau, les cellules des cheveux, les cellules des cils, les cellules du sang. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'effets secondaires. C'est l'effet off-target. Après, bon là, il y a toutes les classes de traitement avec leurs effets en fonction de où ça agit. On va passer largement dessus. L'arsenal thérapeutique, l'hormonothérapie. Pareil, on va passer assez rapidement. La pierre angulaire de tout, c'est de savoir le statut ménopausique de la patiente. Si la patiente est non ménopausée, ça veut dire que les surrénales sécrètent des hormones. Et les hormones, c'est ce qui va permettre de donner les caractères sexuels secondaires et tout. Donc, c'est des facteurs de prolifération. C'est-à-dire que c'est les femmes jeunes qui vont avoir de la poitrine, qui vont fabriquer leur endomètre, qui vont avoir leur menstruation. Donc, si jamais on a des dames qui sont non ménopausées, il va falloir aller bloquer les récepteurs, d'accord, dans toutes les cellules de l'organisme, d'accord, les récepteurs à ces hormones-là. C'est le tamoxifène. Si les patientes sont ménopausées, vous allez me dire, là, il n'y a plus d'hormones, les ovaires, ils ne fonctionnent plus, pourquoi on met des traitements anti-hormonaux? En fait, il y a deux petites glandes au-dessus des reins, qu'on appelle les surrénales, qui vont transformer des groupes stérols, d'accord, en hormones. Donc, grâce à une enzyme qu'on appelle l'aromatase, et c'est pour ça qu'on donne des anti-aromatases, l'aromazine, l'arimidex, tout ça. D'accord? Donc voilà, deux grandes classes de traitement. Il y a celles qui vont vraiment voir et bloquer le récepteur à hormones dans toutes les cellules de l'organisme, patientes non ménopausées, et il y a celles qui vont bloquer le bruit de fond hormonal que les surrénales vont faire quand les ovaires ne fonctionnent plus. Les inhibiteurs anti-CDK4, CDK6. Donc ça, vous avez dû en entendre parler, c'est beaucoup dans le cancer du sein hormonodépendant métastatique. Donc en gros, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, avec la chimiothérapie, les cellules sont des cellules qui vivent leur vie et qui vont rentrer dans un cycle de division. Et en fait, à chaque étape, il y a des points de restriction, c'est-à-dire qu'en fait, on va vérifier si la cellule est en état de passer à l'étape d'après. Ce point de restriction, pour plein d'étapes différentes, là, il utilise ce qu'on appelle les CDK4, CDK6, et donc en gros, si jamais tout se passe bien, la cellule passe de la phase G1 à la phase S et va suivre sa petite vie de division. Donc avec les anti-CDK4, CDK6, on vient bloquer le point de restriction ici, et donc la cellule ne va plus se diviser et va mourir. Donc en fait, l'hormonothérapie va avoir un effet cytostatique. D'accord, on va bloquer les cellules tumorales et ça va permettre de retrouver une efficacité cytotoxique en venant bloquer en fait dans le cycle de division et donc entraîner une apoptose et une mort cellulaire. Donc on a réussi à tuer la cellule cancéreuse. Les thérapies ciblées. Alors là, on repart sur la notion de phénotype-génotype. On repart dans le noyau, l'ADN avec les chromosomes et l'information génétique. C'est le dressing avec tout dedans. Ça va nous permettre de fabriquer des protéines. Ces protéines, elles vont aller dans les cellules pour pouvoir fonctionner. Donc, par exemple, les récepteurs à EGFR, qui vont, elles, quand elles sont stimulées, entraîner des signaux de prolifération. Si on met en évidence, donc, avec la recherche en biologie moléculaire, donc, dans rechercher des mutations génétiques dans les cellules tumorales, on met en évidence des mutations sur ces récepteurs-là, on va avoir tendance à avoir donc, une activation incontrôlée, d'accord, de ces récepteurs et donc une immortalisation, une prolifération de ces cellules tumorales. Donc si on vient bloquer ce récepteur-là, cette mutation-là, la cellule, elle meurt. C'est ce qu'on appelle une mutation driver. C'est-à-dire que si on bloque cette mutation, la cellule meurt. Parce que, en fait, c'est ce qui immortalise la cellule et permet sa division. À la différence de mutations passenger, où en fait, on va mettre en évidence des mutations, mais en fait, c'est des mutations qui n'ont pas un retentissement sur le fonctionnement cellulaire. Donc ça, c'est vraiment la notion de thérapie ciblée, de passer du génotype à la thérapeutique en bloquant une mutation driver qui va entraîner la mort cellulaire de la cellule tumorale. Les anti-angiogéniques. C'est en fait, on va couper les ponts qui nourrissent la cellule tumorale. Les anti-angiogéniques, ça veut dire que la cellule tumorale, elle va avoir tendance à entraîner des facteurs de croissance des vaisseaux, des artères, des veines, pour pouvoir venir se nourrir. Voilà. C'est-à-dire qu'en gros, elle détourne les routes pour pouvoir arriver à apporter toute l'énergie à son fonctionnement, à son métabolique. Donc nous, on met par exemple de l'Avastin, le bevacizumab, qui va empêcher en fait la fixation de ces facteurs sécrétés par la cellule tumorale pour empêcher que les vaisseaux soient construits. Donc ça, vous en avez beaucoup dans le cancer du sein. Les principaux risques, c'est les saignements, l'hypertension, parce qu'on vient toucher les vaisseaux. Voilà.
Ensuite, ça, les antiparps, c'est un peu plus compliqué, donc je vais essayer d'expliquer, mais bon, le tout, c'est si vous ne comprenez pas tout, c'est pas très grave. Donc, dans une cellule normale, dans l'extérieur, elle a des agressions de l'extérieur, dites exogènes, et des agressions intérieures, endogènes. Et ça va venir agresser la cellule d'ADN. La molécule d'ADN, c'est une molécule qui est en double hélice, d'accord, et qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, a toutes les informations de la cellule. Eh ben, cette cellule, elle est très fragile de son fonctionnement parce qu'elle doit s'ouvrir, se fermer pour être donc lue et relue et divisée. Donc, en fait, elle vient s'agresser. Il y a des fractures donc de ces doubles hélices qui peuvent être des doubles fractures et il y a des simples fractures, d'accord, du un bras et deux bras. Si on faisait rien, on aurait tous des cancers au bout d'une journée, on aurait tous des cancers de la peau, parce que le truc, c'est qu'on aurait une accumulation de ces cassures de l'ADN. Donc il y a des systèmes de réparation. D'un côté, il y a une voie qui vient réparer les doubles cassures, et de l'autre côté, il y a une voie qui répare la simple cassure. La double cassure, elle maintient la voie, donc elle a la protéine BRCA. D'accord ? Vous avez entendu parler, c'est les mutations qui vont entraîner des prédispositions à faire des cancers si jamais on est porteur de ces mutations-là. Donc en fait, cette voie-là ne fonctionne plus. Donc il n'y a plus de réparation des cassures double brin. Et donc la voie simple brin va essayer, elle, de réparer ces cassures-là, mais en voulant bien faire, elle va faire mal. Elle va immortaliser les cellules. En gros, elle va permettre à la cellule d'avoir suffisamment de mutations pour être cancéreuse, mais pas suffisamment pour mourir. Donc nous, qu'est-ce qu'on vient faire ? On vient mettre des antiparps qui vont venir bloquer la voie de réparation simple brin. Et donc, on va entraîner ce qu'on appelle une létalité synthétique, c'est-à-dire qu'on va augmenter de façon explosive le nombre de cassures dans les cellules tumorales, et donc la cellule va mourir. Donc, en fait, on vient pousser la cellule au suicide, quoi, en gros. C'est à peu près ça. Donc, c'est ça, donc les antiparps et les mutations BRCA. L'immunothérapie. Ah, on y vient. Donc l'immunothérapie, c'est quelque chose qui fait son entrée dans toutes les classes, dans tous les organes et qui est conceptuellement assez sympa. Alors pour comprendre l'immunothérapie, il faut comprendre l'homéostasie. L'homéostasie, ça veut dire qu'un système, d'accord, vivant, il est donc jamais à l'équilibre, d'accord. Il a un système freinateur et un système accélérateur qui vont, entre guillemets, osciller entre le plus et le moins. J'ai faim, je mange, j'ai plus faim, j'arrête de manger, et c'est pareil pour je respire, c'est pareil pour je bois, c'est pareil pour je dors. Voilà. Donc le truc, c'est que c'est quelque chose qui est de l'homéostasie. Le vivant fluctue entre un plus et un moins. Donc, notre système immunitaire ne va pas déroger à la règle, il a la même chose. En gros, il y a un agent extérieur, un antigène, une virus, une bactérie, une cellule cancéreuse. On va avoir le système immunitaire qui va le reconnaître. Et il va se mettre à s'activer pour aller détruire l'antigène. Ça, c'est le système accélérateur. Puis après, il a un système de régulation négative qui va lui dire, bon ben là c'est bon, tu as bien fait ton travail, il va falloir se calmer un peu, il faut freiner. Sinon, on finit dans le mur. C'est ce qu'on appelle les maladies auto-immunes, c'est ce qu'on appelle aussi les chocs septiques, c'est-à-dire que le système immunitaire s'emballe par rapport à la réponse, et donc en fait, on a des problèmes. Alors, donc, il y a un système donc freinateur. Ce système freinateur, c'est le PDL1 et le PD-1. Donc ça, juste pour la prochaine fois. En gros, il faut revenir à l'instauration du cancer. Initialement, il y a des cellules cancéreuses, comme je vous ai dit, qui peuvent apparaître du fait de l'exposition à des agents toxiques, et c'est éliminé par le système immunitaire. Mais dans certains cas, il y a un équilibre qui se fait entre le système immunitaire et les cellules cancéreuses. On appelle ça une sorte de cage immunologique. Et de temps en temps, les cellules cancéreuses peuvent échapper à ce système immunologique, à ce système immunitaire, et donc c'est là où on arrive à un cancer qui est dit invasif et donc qui nécessite qu'on le traite. Donc comment ça se fait qu'on arrive à échapper à ça ? En fait, les cellules cancéreuses, d'accord, vont se mettre à exprimer le système freinateur du système immunitaire, le système PDL1. Et donc quand les cellules de la tumeur vont arriver, enfin les cellules immunitaires arrivent contre la cellule tumorale, qu'est-ce qui va se passer ? Elles vont vouloir attaquer et en fait elles vont rester figées, elles vont être immobiles. Donc elles ont un signal disant n'attaque pas. Nous on met des anticorps qui vont empêcher ce lien entre le système freinateur et la cellule de l'immunité, et donc elle va retrouver la capacité de tuer les cellules tumorales, parce qu'en fait on lève l'inhibition. Donc ça permet de redonner au système immunitaire la capacité de tuer les cellules cancéreuses.
Donc là, on n'est plus dans une toxicité directe comme on a pu le voir dans toutes les chimiothérapies et tout. Là, on médit notre réponse anticancéreuse via le système immunitaire, beaucoup plus malin. Alors, les ADC. Bon, ben ça, l'immunothérapie, c'était la révolution de 2015. La révolution de 2023-2024, c'est les ADC. Alors, le maître mot, c'est le cheval de Troie. Le cheval de Troie, c'est on a une protéine, un anticorps, d'accord, qui a été très bien usiné par les industriels avec des molécules de chimiothérapie hyper toxiques qu'on ne pourrait pas mettre dans le système veineux libre comme ça, parce que sinon, ça serait trop toxique. Donc, on les lie avec un anticorps, et quand ils sont liés, ils ne sont pas actifs. Et cet anticorps, eh ben, il est très spécifique de protéines qui pourraient être surexprimées par les cellules cancéreuses. Donc elles vont aller se mettre sur ces protéines-là, elles vont rentrer dans la cellule, donc c'est une internalisation, elles vont aller dans l'estomac de la cellule, qu'on appelle le lysosome, qui va couper tous ces petits liens entre la protéine et les chimiothérapies très toxiques, et relarguer la chimiothérapie dans la cellule. Et donc ça va tuer la cellule tumorale directement dans la cellule. Donc ça, c'est super, on a de la chimiothérapie ciblée. D'accord ? Et l'effet génial de ça, c'est l'effet bystander. C'est-à-dire que quand la chimiothérapie est relarguée dans la cellule, eh ben, elle ne va pas s'arrêter là. Elle va aller voir la cellule voisine et tuer la cellule voisine aussi. Donc, on va avoir un effet d'onde de choc, de blast. Donc, en fait, on a une chimiothérapie ciblée qui permet de lutter contre l'hétérogénéité tumorale. Bon, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, c'est très bien pour un oncologue. Et c'est des toxicités qui sont aussi moins fortes parce qu'on est sur de la chimio qui est ciblée. Alors, je voulais juste vous donner un concept parce que je trouve qu'on en discute beaucoup avec mes patientes et avec les patients. C'est cette phase de traitement néoadjuvant. Donc les séquences thérapeutiques, c'est la clé. C'est-à-dire qu'on a un arsenal qui se remplit et maintenant, c'est de savoir comment les utiliser et à quel moment. Donc c'est la multimodalité, la séquence thérapeutique qui compte énormément. Donc pour les stades localisés, localement avancés, là, je parle de tous les cancers, d'accord ? Là, c'est un concept que je donne. On fait un traitement néoadjuvant, c'est-à-dire que là, on a une maladie qui est soit dans le sein, soit dans le sein et sous le bras. On fait un traitement néoadjuvant, c'est-à-dire qu'on va donc faire, selon les modalités, chimio-immuno, enfin, selon les organes, et ensuite, on va aller à la chirurgie. Vous allez me dire, mais pourquoi, en fait, on n'est pas allé directement m'enlever la boule que j'avais dans le sein, parce que ça, comment dire, moi, je veux qu'on m'en débarrasse. Eh bien, c'est une perte de chance, parce que le truc, c'est qu'on va perdre une information cruciale, qui est donc après la chirurgie, après avoir fait le traitement néoadjuvant, avant la chirurgie, on va envoyer la pièce anatomopathologique à l'anatomopathologiste qui va nous dire s'il reste de la tumeur viable ou pas dans la pièce opératoire. Si jamais il y a encore de la tumeur, eh ben on va intensifier les patientes parce qu'on sait qu'elles ont un risque de récidive qui est majoré par rapport aux autres. Et celles qui sont en réponse complète histologique, donc plus de tumeurs, plus de cancer, on ne va pas les intensifier. Donc on a évité un traitement à des patients qui n'en avaient pas besoin. Donc on diminue notre charge thérapeutique. Et c'est ça la clé. C'est d'identifier celles qui ont nécessité d'une intensification et celles qui n'en ont pas. Bah là, si on reprend, en gros, c'est les courbes de survie. C'est-à-dire que ça, c'est des patientes qui n'ont pas eu de réponse complète. Vous voyez qu'elles ont un risque de récidive donc, qui est à quasiment 40% à 36 mois. Et celles qui ont eu une réponse complète, eh ben, elles sont à 95% sans récidive à 36 mois. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un élément clé dans comment sélectionner les bonnes patientes et comment faire le bon traitement. C'est une stratégie thérapeutique qui fait toute sa place dans le sein, dans le poumon, dans la vessie et dans l'ORL. Donc vous voyez, le truc, c'est que cette structuration néoadjuvante, elle est fondamentale. À quoi elle nous expose, celle-là, de stratégie néoadjuvante ? Bah déjà, le dépistage, c'est-à-dire qu'il faut qu'on prenne les patientes et les patients à un stade localisé, localement avancé. Il faut donc des parcours d'urgence, parce qu'on est tumeur en place, c'est-à-dire que quand le patient ou la patiente arrive, on lui dit, bon, bah, vous faire de la chimiothérapie, mais on n'a pas 3 mois devant nous, on a 15 jours, parce que le truc, c'est que la tumeur, elle continue à avancer. Donc ça, la stratégie néoadjuvante de guérison, il faut des parcours d'urgence. Ensuite, on a plein de nouvelles classes thérapeutiques, mais vous avez vu que le truc, c'est qu'on peut mettre ces classes thérapeutiques que quand on a des critères pronostiques d'efficacité, c'est-à-dire est-ce que ces protéines, elles sont présentes, elles sont surexprimées ou pas. Donc il faut des plateaux techniques complets de proximité réactifs, parce que sinon, on perd énormément de temps. Donc dans le néoadjuvant, ce n'est pas possible. Si nous mettons 3 mois à répondre à un truc, le temps clinique, ça ne colle pas. Et la multimodalité. Seul dans son coin, on ne fait rien.
il faut un anapathe, une biologie moléculaire, il faut un chirurgien, un oncologue, il faut un radiologue, un radiothérapeute, il faut, voilà. Donc, et il faut que ces articulations-là se fassent rapidement, donc il faut des parcours patients. En faisant tout ça, on guérit beaucoup de monde. Voilà. Bravo. Merci pour votre intervention. Vous avez parlé qu'après le traitement néoadjuvant, donc il y avait un traitement complémentaire, vous avez employé un terme spécifique que j'ai oublié. L'intensification. Voilà. En fait, il y a la chirurgie, tout ce qui se fait avant la chirurgie, c'est du néoadjuvant, tout ce qui se fait après, c'est de l'adjuvant. Mais c'est de savoir, est-ce que les patientes qui ont eu encore des traces de cancer après le traitement néoadjuvant, eh ben, il faut les intensifier. C'est-à-dire qu'on va mettre des traitements plus forts pour essayer de récupérer la courbe de rémission des patientes qui étaient, elles, en réponse complète initialement. D'accord, mais tout ça, ça se décèle lors de l'opération, en fait. C'est l'analyse des tissus. L'analyse de la pièce opératoire. Okay. Et donc, en fait, c'est cette levée d'aveugle. Si on opère les patientes dès le début, là, je prends l'exemple du sein, on n'aura pas la réponse à la question de est-ce que le traitement a bien fonctionné ou pas. En fait, on va traiter soit par excès des patientes, soit on va sous-traiter des patientes. Donc ça ne nous permet pas de faire une levée d'aveugle, tandis que le néoadjuvant, lui, nous permet d'avoir une réponse de l'efficacité du traitement initial, et donc d'aller pas traiter de façon agressive les patientes qui n'en auraient pas besoin, et de traiter les patientes, et d'intensifier les patientes qui ont un risque de récidive qui est majoré par rapport aux autres. D'accord. Et dans l'intensification du traitement, vous parlez de chimio par cachet, pas rentrer dans les détails. Alors, par exemple, dans la vessie, ça va être de l'immunothérapie. Dans le cancer du sein triple négatif, ça va être des patientes qui vont avoir de l'immunothérapie et ensuite derrière qui peuvent avoir des traitements de chimio par cachet comme le Xeloda ou les antiparp. C'est pour ça que j'ai voulu parler vraiment d'un concept parce que en fait c'est en fonction du sous-type, du type de cancer, on va avoir des stratégies néoadjuvantes et adjuvantes différentes en fonction du profil aussi, des caractéristiques communes et spécifiques des cellules tumorales. Donc c'est surtout que pour tout le monde, pour le patient, pour le médecin, d'avoir cette information du risque de récidive important ou pas, c'est fondamental. Et c'est ça nécessite d'avoir cette phase néoadjuvante et donc d'avoir ces parcours d'urgence et donc ces dépistages pour avoir les patientes dans des stades localisés, localement avancés. Donc tout le travail est en amont en fait. Quand on a cette réponse, c'est très bien. On sait. Voilà. Oui, c'est juste que vraiment, comme c'est un concept qui commence à prendre de la place, donc dans le sein par exemple, c'est toutes les patientes, sauf les RH+, à peu près. Dans la vessie, c'est pareil. Dans le poumon, le docteur Bouabdallah va vous en parler avec le dépistage du cancer du poumon. Il y a eu un avis favorable pour l'immunothérapie en néoadjuvant, donc ce qui va nous ouvrir énormément de thérapeutiques. L'ORL, c'est pareil, ça arrive de plus en plus. Des grosses lésions qu'on n'arrive pas à traiter d'emblée pour être donc des chirurgies moins lourdes, on va faire du traitement néoadjuvant et l'intensifier en adjuvant. Voilà. Donc c'est juste que toutes les stratégies en tant qu'oncomède, j'ai une vision un peu plus sur tous les organes, c'est une stratégie qui s'impose dans tous les organes et qui a un vrai rationnel scientifique. Voilà. Et c'est vraiment on-off, quoi. La patiente qui est en réponse complète, et non en réponse complète, les courbes de survie, elles sont significatives, quoi. Très bien, je vous remercie. De rien, merci à vous. Bonjour. Bonjour. J'avais une question sur la thérapie par les ADC. Est-ce que c'est une thérapie qui est proposée dans tous les établissements et tous les services de cancérologie? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que les patients sont redirigés sur d'autres établissements? Alors, théoriquement, oui. C'est par accès précoce, là qu'on les a. Donc, c'est quelque chose qui a été développé là, depuis 5 à 6 ans donc, par le ministère de la Santé. C'est très bien. C'est-à-dire qu'avant, il fallait qu'on fasse des accès compassionnels. C'est-à-dire qu'il fallait qu'on passe vraiment par énormément de plateformes et d'autorisations pour pouvoir permettre au traitement, d'avoir le traitement par le patient. Ça a été simplifié il y a 1 an et demi. Donc, des molécules qui auraient traîner comme ça avant d'avoir les accès, donc l'autorisation d'être utilisée. Maintenant, on peut aller sur des accès précoces, donc sur des plateformes sur Internet pour avoir ces accès. Donc dans le sein, on peut le faire de façon systématique, dans la vessie, c'est pareil. Moi là, je parle de ma structure, l'hôpital européen. On a mis en place donc tout un parcours où le médecin va demander l'accès précoce, puis derrière, il y a une personne chargée de la recherche qui va faire toutes les démarches. Donc en fait, il n'y a pas de perte de chance. C'est-à-dire qu'on a créé un plateau qui permet d'avoir une homogénéisation des prises en charge. Donc oui, mais c'est une vraie question d'arriver à avoir les meilleurs soins et les dernières molécules innovantes. C'est sûr que
C'est quelque chose qui doit être notre quotidien et nous rappeler tous les jours qu'il faut qu'on arrive à le faire, quoi. Deux questions sur la H2R2. Je voulais savoir la thérapie ciblée. Est-ce qu'elle agit surtout sur les récidives ou sur les métastases? Et est-ce que c'est une thérapie définitive? Et ensuite, pourquoi à l'intérieur d'un même cancer, enfin, où il y a plusieurs petites tumeurs, il y en a qui sont H2R2 et d'autres non? C'est une très bonne question. Alors, l'HER2, c'est un récepteur qui est un récepteur de croissance. Donc, c'est-à-dire qu'il va permettre à la cellule de se multiplier de façon très importante, comme je le disais tout à l'heure avec les mutations driver. Alors là, ce n'est pas une mutation, c'est une surexpression. C'est-à-dire qu'en fait, il ne va pas y avoir de mutation sur la protéine HER2, mais il va y en avoir beaucoup trop, et en fait, elles vont s'activer à cause d'être beaucoup trop. Dans les stades localisés ou localement avancés, les anti-HER2 sont très utilisés. D'accord, donc il y a l'Herceptine, le Perjeta, le TDM1. Alors Perjeta non, parce qu'il a montré une supériorité, mais pas en remboursement. Donc en fait, on peut les utiliser. Sauf que quand on est dans les phases localisées ou localement avancées, le but c'est curatif. Donc c'est-à-dire qu'on va dire 1 an d'anti-HER2 et après on arrête. Tandis que quand on fait des traitements donc dans des stades métastatiques, on sait que la maladie, on peut la contrôler, on peut la chroniciser. Donc ça veut dire que là, on va mettre des traitements anti-HER2 et on va le maintenir tant que le traitement a un bénéfice et tant qu'il n'est pas toxique. Donc ça, c'est l'Herceptine en sous-cutané au long cours, l'Herceptine Perjeta qui ont une forme sous-cutanée aussi, le Phesgo. Donc ça permet d'avoir un contrôle sur la maladie à de très très long terme. Après, il y a la question de l'hétérogénéité tumorale. Donc ça, c'est hyper intéressant, c'est complexe. C'est-à-dire, le truc, c'est qu'il faut s'imaginer qu'il y a la notion de darwinisme. C'est-à-dire qu'en gros, le truc, c'est qu'il y a plein de populations de cellules, parce qu'elles se divisent, elles vont acquérir et perdre des mutations et des capacités. Et donc, en fait, nous, en faisant des traitements, on va venir faire effondrer des populations de cellules qui sont sensibles à ce traitement-là. Mais par contre, ça veut dire qu'on va laisser émerger des populations qui sont, elles, résistantes à ce traitement-là. Donc ça fait qu'on va avoir donc un darwinisme, une phylogénie, qui va se faire, c'est-à-dire qu'on part d'une cellule, on va faire un traitement, ça va modifier le cancer. Le cancer, lui, on va faire un autre traitement parce qu'il nous rééchappe, on va avoir une sélection d'autres cellules. Et donc c'est pour ça qu'on doit faire des rotations de traitement, des changements de ligne. C'est parce que là, la lésion, elle n'est pas homogène. À l'intérieur, il y a des centaines de populations différentes de cellules, plus ou moins sensibles à des traitements. Et c'est ce qu'on a vu avec les ADC, qui répondait très bien à cette hétérogénéité. Parce qu'en fait, comme il y a un effet d'onde de choc, même celle qui exprime la protéine, elle va être sensible à la chimio. Celle à côté qui ne l'exprime pas, par effet d'onde de choc, elle va mourir. Donc en fait, on va récupérer des patients qui sont peut-être en 3e, 4e ligne avec une grande hétérogénéité tumorale, un gros darwinisme cellulaire. Là, on va récupérer quand même des réponses magiques. C'est pour ça que les ADC sont... une classe thérapeutique à très gros potentiel. Voilà. Bonjour. Quand on n'a pas eu de traitement néoadjuvant, c'est-à-dire qu'il y a eu la chirurgie avant, est-ce qu'il y a quand même un moyen après de s'assurer qu'il n'y aurait pas forcément de récidive Alors les critères, là ça c'est dans les essais cliniques, quand on fait un traitement néoadjuvant, la pierre angulaire de décision, le nœud décisionnel, c'est la réponse complète ou pas après la chirurgie. Quand on a eu un traitement chirurgical d'emblée, ça va être les critères histopronostiques, clinico-histopronostiques initiaux. Est-ce qu'on a une lésion qui fait 5 cm? Est-ce qu'on a une lésion qui en fait 2? Est-ce qu'on a un ganglion qui est positif? Est-ce qu'on a des critères anatomiques nous disant que le cancer il est agressif ou pas, avec le KI67 par exemple? Donc on va se baser sur ça. Mais ça, c'est histopronostique. C'est-à-dire que là, le truc, c'est qu'avec la réponse complète histologique, on a un nœud décisionnel qui est beaucoup plus robuste, d'accord, qu'avec le traitement où on se base sur des critères initiaux. Parce qu'en fait, en fonction du moment où on arrive, on a des critères de plus ou moins agressivité, quoi. Et c'est sûr que, mais par contre, pas tous les cancers, en fait, toute la stratégie néoadjuvante n'a un intérêt que si jamais le cancer est très chimiosensible. Les RH+, par exemple, on sait qu'ils ne sont pas très chimiosensibles. Donc le truc, c'est que d'aller faire du néoadjuvant à des patientes où on sait qu'on va avoir très peu de réponses complètes histologiques après la chirurgie, en fait, au final, on n'a pas fait grand-chose. Donc il vaut mieux aller enlever la lésion avant, parce qu'on sait qu'il y a des patientes qui peuvent échapper sous chimiothérapie quand elles sont RH+. Donc il faut cibler les sous-types de cancer très chimiosensibles,
ou immunosensibles, et commencer le traitement avant pour avoir la levée d'aveugle après. Mais s'ils ne sont pas très chimiosensibles, on reste sur une stratégie dite donc, chirurgicale et adjuvante, sauf pour les très gros volumes tumoraux, où là, on aura tendance à faire de la chimio pour faire avoir une chirurgie moins délabrante. Bonjour. J'ai connu une pharmacienne qui avait épousé le frère de ma mère. Et disons qu'elle était un petit peu bizarre. Elle m'avait dit que quand elle était jeune, elle faisait tourner les tables, que les esprits existaient. C'est possible, mais moi je sais qu'il suffit de mettre une règle plate sous le bras pour arriver à soulever des tables légères. Donc je ne sais pas si elle disait des bêtises ou si vraiment elle faisait tourner les tables, mais elle a traité son mari qui était un peu plus jeune qu'elle, mais qui est mort à 80 ans parce qu'il avait un cancer, et elle lui donnait du miel avec du Porto et surtout le médicament de l'époque contre la malaria. Alors, est-ce qu'il y a eu des études sur le traitement du cancer par ce médicament avec du miel, quoi? Alors, je vais vous donner une réponse que je donne à mes patients quand ils me posent des questions où je n'ai pas la réponse. C'est-à-dire que je suis ouvert à tout. C'est-à-dire que le truc, c'est que je ne sais pas tout. Je n'ai pas la science infuse. Moi, ce qui est le plus important, c'est que ça ne grève pas le pronostic et ni le traitement qui est en cours proposé, et que ça ne coûte pas d'argent aux patients. C'est-à-dire que si jamais il y a quelque chose qui fait du bien à mes patients ou mes patientes et que ça ne vient pas impacter le traitement et que ça ne leur coûte pas d'argent, que ce n'est pas à but lucratif, eh ben, je suis ouvert à toute possibilité. D'accord ? C'est-à-dire que le tout, c'est que je n'ai pas la science infuse et tant mieux. C'est-à-dire qu'il me reste des trucs à apprendre. Donc, OK pour le miel et le Porto à condition de continuer. Bah, c'est peut-être. Hein, ça serait beaucoup moins toxique. J'aurais plus de patients. Bonjour. Moi, j'avais une question. On n'a pas parlé des enfants. Je voulais savoir, en ce qui concerne la prise en charge justement des enfants en pédiatrie. Alors, je suis oncologue médical, mais pour adultes. C'est-à-dire que la pédiatrie, c'est quelque chose qui est, pour moi, c'est comme, c'est un monde à part. C'est-à-dire qu'en fait, un enfant, c'est pas un petit adulte. Voilà. Non, mais c'est vraiment très important. C'est-à-dire que, par exemple, de point de vue complètement trivial, ils peuvent supporter des doses de chimio 5 à 6 fois supérieures à celles des adultes. C'est juste les quelques petites notions que je peux avoir. Donc, le tout, c'est que ce n'est pas comparable. Après, ce n'est pas du tout les mêmes types de cancers. C'est des cancers plutôt embryonnaires avec des prédispositions génétiques. Là, nous, on est plutôt sur des cancers qui vont être hormonotrustés ou exogènes en grande majorité, mais pas que. Mais voilà, c'est difficilement transposable chez les enfants. Oui, c'est vraiment une niche, hein, l'oncopédiatrie. Il faut savoir qu'à Marseille, par exemple, au CHU, il y a 70 ou 80 cancers d'enfants qui sont traités, qui sont irradiés dans le service de radiothérapie. Donc c'est vraiment des nombres qui sont très petits, donc c'est hyper spécialisé. Il n'y a que quelques personnes qui s'occupent de ça. Et tous les autres ne font pas ça, ne s'en occupent pas du tout. Donc, il ne faut surtout pas leur faire perdre de chance, donc les orienter vers des centres surspécialisés au plus vite. Il faut qu'on passe, je pense. Oui, on va passer à autre chose. Par rapport à ma fille, au niveau donc du cancer génétique. Oui. Il y a donc, ça fait 11 ans, donc il y a 9 ans, on m'a fait le dépistage au niveau analyse sanguine et ça portait sur le BRCA1 et le BRCA2. Oui. Est-ce qu'on a mis en évidence d'autres gènes ou ça reste... Alors les panels actuels, c'est 13 gènes qui sont testés en constitutionnel. Il y a du RAD 51, il y a des PAL, je ne sais plus, c'est très très complexe, il y a plein de listes. Donc il faut, conseil individuel, si jamais vous avez les résultats de ce qui a été fait il y a 11 ans, regardez, souvent en bas ils disent les gènes qui ont été testés, s'ils sont ceux qui sont toujours, on va dire, recommandés aujourd'hui, recherchés aujourd'hui, c'est pas la peine de le refaire. Si jamais par contre c'est pas le cas, peut-être qu'il faut se rapprocher des oncogénéticiens pour voir s'il y a un complément de recherche à effectuer. Mais voilà, c'est vraiment du cas par cas en fonction du panel de gènes qui a été cherché initialement. D'accord, merci. De rien. Merci beaucoup. Voilà, et surtout, n'hésitez pas à refaire cette analyse, parce que 11 ans après, on a découvert de nouveaux gènes, il y a des nouveaux trucs, et donc c'est bien de les refaire. Voilà, c'était Maxime Souquet-Bressan, star montante.
Star montante de l'oncologie médicale et élève du professeur Barlési, qui est maintenant le directeur de l'Institut Gustave Roussy.